Bonjour, bienvenue à cette capsule qui traite de l'aspect énergétique de la mise en solution. Donc, c'est une capsule qui est plus en termes de concept qu'en termes de calcul. Donc, vous n'aurez pas de calcul à faire avec ça. Ça va être plus vraiment de comprendre les concepts qui sous-tendent l'aspect énergétique. Donc, ce qu'on va faire dans cette capsule-ci, c'est couvrir les sections 1.2, 2.2 et 2.3. On va regrouper tout ça ensemble dans une seule et même capsule. Vous allez avoir un exercice à faire par rapport à ça qui est un exercice de vrai ou faux. Donc, je vous invite à le remplir au fur et à mesure que vous allez regarder la capsule, là. Ça peut peut-être vous aider. Le document il va être disponible sur l'IA. Donc, je vous amène à ma petite présentation. Donc, aspect énergétique de la mise en solution. Donc, on regroupe tout ça ensemble avec les sections 1.2, 2.2 et 2.3. Pour ce qui est de la section 1.2, on parle de la nature des solutions aqueuses. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu au secondaire, mais on va quand même y revenir rapidement. Donc, lorsque vous mettez un soluté en solution, donc votre soluté, vous le dissolvez dans votre solvant, votre soluté peut adopter trois comportements. Donc, peut se comporter comme un électrolyte fort, on va le définir tout à l'heure, peut se comporter comme un électrolyte faible, on va aussi le définir, et il peut se comporter comme un non-électrolyte. Donc, c'est les trois comportements possibles de votre soluté. Donc, dans les capsules, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur vraiment la mise en solution. Donc, lorsqu'on met votre soluté dans votre solvant. Donc, qu'est-ce que c'est un électrolyte fort? Donc, c'est un soluté qui se décompose complètement lorsque vous le placez en solution. Donc, il va se décomposer en ses ions. Donc, exemple, vous mettez du NaNO3, il va se décomposer en Na et en NO3. Donc, les anions que vous connaissez déjà ensemble, là, NO3, SO4, CH3CO au moins. Donc, ces anions-là vont rester ensemble, mais la dissociation du métal, exemple, avec le reste, va être complète. Donc, vous avez un exemple ici. Le symbole qu'on utilise à ce moment-là, c'est une flèche dans un seul sens. Donc, ce n'est pas des équations qui sont réversibles, c'est des équations qui sont complètes. Donc, je vous montre trois exemples. Le premier cas, c'est l'exemple d'un acide qu'on appelle fort. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas c'est lesquels qui sont forts, lesquels qui sont faibles, là. Donc, prenez pour acquis que ce que je vous dis est vrai. Donc, si je vous dis que le HCl est un acide fort, donc qu'est-ce que le HCl va faire dans un solvant? Il va se dissocier complètement. Donc, on met une seule flèche. Il va se dissocier en H+ et en Cl-. Donc, les acides forts, on met une seule flèche et la dissociation va être complète. Donc, tout ce que vous mettez à gauche va se retrouver à la fin du côté des produits. Autre exemple, une base forte. Donc, une base forte, pardon, c'est une base qui se dissocie complètement. Donc, là aussi, on va mettre une seule flèche. Donc, un exemple de base forte, c'est le NaOH. Donc, le NaOH, lorsque vous le mettez dans de l'eau, donc en solution aqueuse, il se décompose complètement en Na+ et en OH-. Le OH, lui, ne se décomposera pas parce que c'est un anion qui doit rester ensemble. Donc, c'est un de ceux que vous connaissez. Donc, l'ion hydroxyde. Troisième exemple, les sels qu'on appelle solubles. Donc, soluble, ça veut dire qu'il va se dissocier complètement. Donc, exemple, NaCl va se dissocier complètement en Na+ et en Cl-. Donc, on met une seule flèche. Donc, tout ce qu'on va mettre du côté des réactifs va se transformer au bout de la réaction du côté des produits. Donc, c'est ce qu'on appelle un électrolyte fort. Donc, tout ce que vous mettez du côté des réactifs se déplace et se décompose du côté des produits. Deuxième type de comportement, ce qu'on appelle un électrolyte faible. Donc, un électrolyte faible, c'est quoi? C'est un soluté qui se dissocie ou se décompose partiellement. Donc, il y a une partie qui va se décomposer, l'autre partie va rester ensemble. Donc, comment on va représenter ça? Mais ça va être avec deux flèches. Donc, il va y avoir la notion d'équilibre qui va apparaître pour ces électrolytes-là. Donc, vous avez aussi trois exemples. Donc, le cas d'un acide, c'est pas un acide faible, c'est un acide faible, il manque un F. Donc, un acide faible. Donc, par exemple, le HCN, donc l'acide cyanhydrique, c'est un acide faible. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas pourquoi, là, on va l'expliquer plus tard. Mais si on vous dit que HCN, c'est un acide faible,
à ce moment-là, vous devez mettre 2 flèches. Donc, il y a une partie du HCN qui va se décomposer en H+ et en CN-, mais il y a une partie aussi qui va rester sous la forme de composé HCN. Donc, pour dire qu'il y en a une partie HCN, une partie H+, une partie CN-, on utilise la symbolique des 2 flèches. Même principe pour les bases faibles. Donc, un exemple de base faible, le NH3. Donc, lorsque vous mettez du NH3 dans l'eau, il va se produire une réaction d'équilibre, donc 2 flèches, et une partie du NH3 va se transformer en NH4 et libérer des OH-, puis une partie du NH3 qui va rester sous sa forme NH3. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de comprendre la distinction entre une flèche et 2 flèches. Donc, lorsque c'est des électrolytes faibles, on met 2 flèches pour dire que ce qui est du côté des réactifs ne va pas se transformer complètement du côté des produits, mais il va y avoir une dissociation partielle. Sel peu soluble, même principe, donc il va y avoir une dissociation partielle. Donc, un exemple de sel peu soluble, le chlorure d'argent, AgCl, lorsqu'on le met dans l'eau, il va se dissocier partiellement en Ag+ et en Cl-. Donc, c'est ce qu'on appelle des électrolytes faibles, parce que la dissociation n'est pas complète. Troisième comportement, un non-électrolyte, c'est les cas où le soluté va rester sous forme de composé. Donc, il n'y aura pas de dissociation. Il va se dissoudre. Donc, faire attention au terme. Il va se dissoudre, mais il ne va pas se dissocier. Dissocier veut dire qu'on le coupe en morceaux. Dissoudre veut juste dire qu'il va aller en solution. Donc, non-électrolyte va aller en solution. Donc, il va se dissoudre, mais on ne le coupera pas en morceaux. Donc, il n'y aura pas de dissociation. Donc, l'exemple classique, bon, les symboles, il n'y en a pas. L'exemple classique, c'est le sucre. Donc, lorsque vous mettez du sucre dans l'eau, donc du C6H12O6, bien, ce que ça fait, bien, ça fait du sucre qui est dissous dans l'eau. Donc, le sucre est dissous, mais il n'est pas dissocié. Donc, il n'y aura pas de fragmentation de votre composé. Donc, ça, c'est les 3 comportements qu'on peut avoir. Fort, électrolyte faible et non-électrolyte. Non-électrolyte, on n'y reviendra pas tellement cette session-ci. Il n'y a pas de réaction chimique comme telle. Mais électrolyte fort et électrolyte faible, ça va être une grosse partie du chapitre 5 et du chapitre 6 qui s'en vient. Section 2.2 et 2.3, donc sur l'aspect énergétique de la mise en solution. Donc, je regroupe ces 2 sections-là ensemble. Il y a une petite partie dans votre manuel qui parle de la pression. Là. Pour nous, c'est moins pertinent. Donc, ce qui est important, ça va être surtout la température. Donc, c'est beaucoup en termes de concept qu'il faut comprendre cette section-ci. Ça se peut que à la première écoute de la capsule, vous vous disiez j'ai rien compris là. C'est normal, il ne faut pas paniquer. Donc, il faut travailler avec les concepts. Et comme j'ai dit, dans les exercices que vous allez avoir et dans les examens, là, ça va être des questions vraies ou faux. Donc, vous n'aurez pas de calcul à faire avec ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie associée à la mise en solution, donc lorsque vous mettez un soluté dans un solvant, ben, l'énergie qui est associée à ça dépend de 2 choses. Donc, c'est des concepts qui sont vus en thermodynamique. Donc, si jamais vous allez en génie ou en chimie plus tard, la thermodynamique va être un aspect important. Donc, on fait juste une brève introduction ici. Donc, les 2 facteurs importants en thermodynamique, c'est quoi? C'est l'enthalpie, que vous avez déjà entendu parler, et un terme que vous avez peut-être moins entendu, c'est l'entropie. Donc, c'est les 2 volets importants de la thermodynamique. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la capsule actuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes d'enthalpie lorsqu'on met un soluté dans un solvant et qu'est-ce qui se passe en termes d'entropie lorsqu'on met un soluté dans un solvant. Donc, l'enthalpie, on y revient brièvement. Là, vous avez déjà vu ça. Donc, l'enthalpie, c'est un changement de chaleur ou un changement d'énergie dû à la dissolution d'une molécule, d'une substance, d'une mole d'une molécule dans 1 litre de solvant aux conditions standards. Donc, c'est une grosse définition pour dire en fait que l'enthalpie, dans le fond, ça mesure l'énergie. Et dans ce cas-ci, comme on parle de dissolution, bien, ça mesure l'énergie de la dissolution. Donc, est-ce que l'énergie augmente lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant? Est-ce que l'énergie diminue ou est-ce qu'il ne se passe rien? Donc, c'est ce qu'on va étudier pour l'enthalpie. Le symbole, vous le connaissez, donc c'est delta H pour variation d'enthalpie.
rappel, parce que je sais que pour certains, c'est loin. Donc, lorsque le delta H est positif, donc plus grand que 0, on dit à ce moment-là que c'est une mise en solution qui va être endothermique. Donc, ça veut dire que votre solution va absorber de l'énergie. Donc, se rappeler, il faut le noter, delta H positif endo, et ça absorbe de l'énergie. Si c'est le contraire, si votre delta H est négatif, donc en bas de 0, à ce moment-là, on dit que la mise en solution est exothermique. Donc, il va y avoir un dégagement d'énergie. Donc, si vous faites une dissolution exothermique, puis vous touchez à votre contenant, bien, ça devrait être chaud parce que votre solution dégage la chaleur. Tandis que dans le cas où c'est positif, bien, votre contenant devrait être froid parce qu'il absorbe votre énergie. Donc, delta H positif endo, delta H négatif exo. Autre rappel, lorsqu'on brise des liens, donc si vous prenez une molécule, là, imaginez que physiquement, vous allez casser des liens, mais vous devez donner de l'énergie pour briser des liens. Donc, imaginez, souvent l'image qu'on a, c'est comme si vous aviez des aimants. Donc, si vous voulez séparer des aimants, bien, vous devez fournir un travail, donc c'est endothermique. Donc, vous devez donner de l'énergie pour aller casser les liens. Au contraire, si vous laissez les aimants se recoller ensemble, bien, ça devrait normalement se faire spontanément et ça va libérer de l'énergie. Donc, former des liaisons, c'est exothermique. Donc, vous aviez fait ça, je pense, en secondaire 5 ou secondaire 4, là, avec les bilans énergétiques, là, briser des liens, former des liens, voir si c'était endo ou exo. C'est un peu la même idée qu'on applique ici à la mise en solution. Donc, briser des liens endo, former des liens exo. Vous avez ici un schéma, en gros, de mise en solution. C'est très symbolique, là. Donc, vous avez, exemple, votre soluté d'un côté, vous avez votre solvant à part et vous mélangez ça ensemble pour créer une solution. Les petites lignes que j'ai mis en pointillé, c'est les interactions qui se passent entre les solutés, entre solvant, et les nouvelles interactions qui se créent à travers tout ça, donc le mélange de soluté et de solvant. Donc, à gauche, c'est ce qui se passe avant. À droite, c'est ce qui se passe après. Et dans le fond, on va comparer ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. On va donner des symboles. Donc, l'énergie que ça prend pour briser les liaisons, donc les petits traits jaunes ici, on va appeler ça de l'enthalpie 1 ou delta H1. Le fait de briser des liens ici, on va appeler ça delta H2. Et le fait de créer de nouveaux liens pour faire la mise en solution, on va appeler ça delta H3. Donc, briser des liens soluté, c'est delta H1. Briser des liens solvant, delta H2. Et créer des nouveaux liens soluté-solvant, delta H3. Et c'est ce qui fait notre solution ici. On se rappelle que briser des liens, donc ici, pour passer de gauche à droite, là, de avant à après, il faut briser les liens des petites boules rouges, il faut briser les liens des petites boules bleues, et on crée des nouveaux liens entre les boules rouges et les boules bleues. Et on se rappelle que briser des liens, c'est endothermique, donc positif. Briser des liens, c'est endothermique, donc positif. Et créer des nouveaux liens, c'est exothermique, donc négatif. J'ai peut-être été rapide là. Donc, briser, positif, briser, positif, créer des nouveaux liens négatifs. Et ce qu'on appelle l'énergie de dissolution ou le delta H de dissolution, c'est la somme des trois. Donc, la somme du delta H1, du delta H2 et du delta H3, en se rappelant que delta H1 il est positif, delta H2 il est positif et le delta H3 il est négatif. Donc, ça, c'est pour l'enthalpie. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est vérifier si la somme de ces trois-là, est-ce que ça va être plus grand que 0 ou plus petit que 0. Donc, dépendamment de ce qui va se passer lorsqu'on fait le mélange soluté-solvant. Donc, premier cas qu'on va voir, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que mes liaisons soluté-soluté ici sont un petit pointillé, solvant, un petit pointillé. Et lorsque je mélange les deux ensemble, j'ai exagéré là, j'ai fait des gros pointillés, dans le sens où mes molécules ici sont très attachées ensemble, comparativement à ce qui était avant. Donc, ça arrive quand même assez souvent. C'est des cas où
Ça paraît bizarre au laboratoire, mais vous mettez, exemple, 10 millilitres ici, 10 millilitres, mais ça ne donnera pas 20. Normalement, ça ferait 10 plus 10 donne 20. Dans ce cas-ci, ça va faire 10 plus 10 donne peut-être 15 parce que ça fait que vos molécules sont tellement attirées les unes vers l'autre que ça comprime le liquide. Donc, votre liquide est plus petit en volume. En termes d'énergie, qu'est-ce que ça représente? Bien, vous voyez que briser des liens ici, ça ne demande pas tellement d'énergie. Briser des liens, ça ne demande pas tellement d'énergie. Mais ici, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'énergie parce que vos molécules, là, ils sont vraiment très, très, très attirées les unes vers l'autre. Donc, en termes d'enthalpie de dissolution, j'ai exagéré un peu le symbolique, là. Donc, vous avez un petit delta H1, un petit delta H2, et vous avez un gros, gros delta H3 parce que lui, il est très, très attaché. On se rappelle que delta H1, il est positif. Oups. Positif. Delta H2 est positif. Puis là, votre delta H3, lui, est très, très, très négatif. De sorte que globalement, votre enthalpie de dissolution va être négative. Donc, va être plus petite que 0. C'est un cas où la mise en solution va être exothermique. Donc, ça va libérer de l'énergie. Ça va? Donc, lorsque vous avez des interactions ici qui sont plus faibles avant qu'après, votre mise en solution est exothermique. Cas numéro 2, c'est le contraire. Donc, vous voyez, j'ai des liens avant qui sont plus forts que les liens après. Donc, ici, le pointillé est plus petit, le pointillé avant est plus grand. On se rappelle qu'on brise des liens, c'est endo. On brise des liens, c'est endo. Et on forme des nouveaux liens, c'est exo. C'est un cas où, j'ai exagéré encore, l'énergie du delta H1, l'énergie du delta H2 sont plus grandes que l'énergie que je reçois du delta H3. On se rappelle que delta H1, c'est positif. Delta H2, c'est positif. Et là, j'ai exagéré. Le L delta H3, il est très petit. De sorte que lorsque j'additionne mes trois, delta H1, delta H2 et delta H3, mais le total va donner quelque chose de positif. Donc, c'est ce que j'indique ici. Mon delta H de dissolution est plus grand que 0. Donc, c'est endothermique. Donc, lorsque vous faites ce mélange-là, votre mélange ici va absorber de l'énergie parce que c'est une mise en solution qui est endothermique. Cas numéro 3, mes liaisons sont toutes à peu près pareilles. Donc, soluté, soluté, solvant, solvant, soluté, solvant, c'est à peu près pareil. Okay? Comptez pas le nombre de liens, là, c'est symbolique. Là. Donc, imaginez que l'énergie que je dois mettre pour briser avant, mais je reçois à peu près la même énergie lorsque je crée des nouveaux liens. Donc, c'est comme si mon delta H1 et mon delta H2 correspondaient à peu près à la même chose que mon delta H3. Donc, toutes mes liaisons sont équivalentes. Donc, c'est un cas où on dit que delta H1 plus delta H2 est à peu près égal au delta H3. Donc, à ce moment-là, la mise en solution, le delta H de dissolution va être de 0. Donc, ce n'est pas endothermique, ce n'est pas exothermique, c'est sans libération ou absorption d'énergie. C'est ce qu'on appelle une solution qui est idéale. Donc, solution idéale veut dire qu'il n'y a pas d'absorption ni de dégagement d'énergie lors de la mise en solution. On va y revenir dans une prochaine capsule, là, mais pour l'instant, c'est juste de comprendre l'idée qui est derrière tout ça. Entropie maintenant. Donc, ça, c'était le premier volet, l'enthalpie, l'aspect d'énergie de la mise en solution. C'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est une mesure du désordre. Donc, on dit que c'est une mesure qui caractérise le niveau de désorganisation d'un système. Et dans la nature, les systèmes ont tendance à aller vers le maximum de désordre. Donc, souvent, si vous jetez, par exemple, vos crayons par terre, c'est rare qu'ils vont se ranger dans l'ordre. Ils ont tendance à s'éparpiller. On peut penser aux galaxies dans l'univers qui ont tendance à s'éparpiller un peu partout. Donc, dans la nature, l'entropie a tendance à augmenter, donc avoir le plus de désordre. Et souvent, on fait la joke classique, là. Dans la nature, c'est comme les étudiants, c'est le minimum d'énergie et le maximum de désordre. Donc, on va étudier maintenant l'entropie. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange un soluté dans un solvant? Et pour l'entropie, on va se concentrer sur le soluté. Donc, est-ce que le soluté, son désordre diminue ou le soluté, son désordre augmente?
Le symbole pour l'entropie, c'est delta S. Donc, si votre delta S est positif, donc ça veut dire que le désordre augmente. Si jamais votre delta S est négatif, donc ça veut dire que le désordre diminue. Et on fait un petit rappel ici des trois états de la matière, là, solide, liquide, gaz. Donc, on se rappelle qu'en général, je n'ai pas tout fait les flèches, là. En général, dans un solide, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il y a surtout un petit peu de vibration, pas beaucoup de translation, pas beaucoup de rotation, là. Donc, pas beaucoup d'énergie ici. Et souvent, c'est des systèmes qui sont assez ordonnés. Pardon. Dans les liquides, bon, vous voyez ici, il y a de la translation un petit peu, de la rotation un petit peu, de la vibration. Donc, un peu plus désordonné que dans un solide. Et les gaz, ben, eux autres, ça s'en va dans toutes les directions. Beaucoup de translation, beaucoup de rotation, beaucoup de vibration. Donc, les gaz, c'est des systèmes qui sont très, très désordonnés. Donc, juste garder ça à l'idée, là. Solide, généralement ordonné. Liquide, moyennement ordonné, mais un petit peu de désordre. Et les gaz, très, très, très désordonnés. Donc, premier cas qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange deux liquides. Donc, un liquide A avec un liquide B pour faire votre solution. Donc, vous voyez que, imaginez votre liquide A, c'est votre soluté. Donc, toutes vos petites boules rouges sont ensemble, toutes vos petites boules bleues sont ensemble, et vous mélangez ça tout le monde ensemble. Donc, d'un point de vue de désordre, bon, on voit que la solution, c'est plus désordonné, donc c'est plus mélangé que tout en A ensemble, tout en B ensemble, là. Donc, on brasse tout ça. Donc, dans ce cas-ci, la mise en solution, bien, le désordre augmente. Donc, c'est moins ordonné après qu'avant. Donc, augmentation du désordre veut dire quoi? Veut dire que votre delta S va être positif, donc plus grand que 0. Donc, gardez l'idée, lorsqu'on mélange deux liquides ensemble, on augmente toujours le désordre. Donc, delta S est toujours positif lorsqu'on mélange deux liquides. Deuxième cas, mélange d'un gaz dans un liquide. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe pour le soluté, dans ce cas-ci, c'est le gaz. Donc, au début, vous voyez que même s'ils sont tous ensemble, c'est quand même désordonné, là, dans le sens où ça va partout, ça se promène dans toutes les directions. Vous mettez votre soluté dans un liquide quelconque, et ce qui fait en sorte que vous forcez votre gaz à être moins mobile, là, si on veut, il est plus contraint dans un certain volume. Donc, ici, avant, il était libre d'aller partout. En solution, bien, vous le contraignez à bouger un peu moins. Donc, de sorte que si on compare avant et après pour le soluté, bien, le gaz était très désordonné avant et il est moins désordonné après parce qu'il y a moins de place pour bouger. Donc, à ce moment-là, on dit que le désordre va diminuer dans ce cas-ci pour le gaz. Donc, pour le gaz, l'entropie diminue. Donc, plus petit que 0. Donc, on garde à l'esprit, lorsqu'on met un gaz dans un liquide, le désordre diminue. Troisième cas, mélange d'un solide dans un liquide. On pourrait penser que le désordre augmente parce qu'on part de quelque chose qui est très, très ordonné, puis on le mélange. Par contre, ce qui est vrai en général, là, que lorsqu'on met un solide dans un liquide, le désordre augmente, c'est vrai dans, je dirais, 90% des cas. Mais il existe des cas où ce n'est pas vrai. Donc, le solide, étrangement, est plus désordonné avant qu'après, de sorte qu'on ne peut pas dire toujours dans un solide, c'est toujours une augmentation du désordre. Ce n'est pas vrai. Donc, on va voir tantôt des cas. Donc, aussitôt que vous mettez un solide dans un liquide, vous dites on ne sait pas, même s'il y a 10% des cas où ce n'est pas le vrai, là. Donc, vous dites on ne sait pas. Donc, pour le delta S, dans le cas d'un solide dans un liquide, c'est incertain. Tantôt, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Ça va? Donc, je rappelle les trois cas. Mélange de deux liquides, le désordre augmente toujours. Mélange d'un gaz dans un liquide, le désordre diminue toujours. Et lorsqu'on met un solide dans un liquide, de façon générale, le désordre augmente, là, mais pas toujours. Là. Il y a des cas où le désordre va diminuer. Maintenant, pour regrouper tout ça ensemble, donc enthalpie, entropie ensemble, on va utiliser ce qu'on appelle l'équation de Gibbs, qui est une équation qu'on utilise beaucoup en thermodynamique et qui permet de combiner l'enthalpie et l'entropie ensemble en fonction de la température. Donc, encore une fois, vous n'aurez pas de calcul à faire avec ça. C'est juste de comprendre
les grandes lignes ou les grandes idées derrière tout ça. L'équation de Gibbs est la suivante. Delta G est égal à delta H moins T delta S. Donc, je vous invite à la noter, là. Elle va être pratique pour les vrais ou faux que vous allez avoir à faire. Donc, delta G est égal à delta H moins T delta S. On va définir les termes. Donc, le delta G, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Ça n'a pas de sens comme tel. C'est vraiment plus un critère théorique, si on veut, là. Donc, je ne peux pas vous dire l'énergie libre correspond à telle observation dans la nature, là. Donc, c'est plus théorique. Delta H, c'est l'enthalpie de mise en solution. Donc, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un soluté dans un solvant en termes d'énergie? Delta S, même chose, c'est une mesure du désordre, donc l'entropie. Et T, c'est la température en Kelvin. Donc, pourquoi je le spécifie si on ne fait pas de calcul avec ça? C'est de sorte que votre T il est toujours positif. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec une valeur négative de température, là, parce qu'on travaille en Kelvin ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à quoi le delta G nous sert? Donc, si jamais votre delta G augmente ou est plus grand que 0, donc plus votre delta G est grand, moins le mélange soluté-solvant va se faire facilement. Donc, vous mettez votre soluté dans votre solvant. Si on observe que delta G est plus grand que 0, bien, ça ne se mélangera pas. Vous allez vraiment avoir deux phases. Si jamais votre delta G est plus petit que 0, donc négatif, bien, lorsque vous allez mettre votre soluté dans votre solvant, ça va se mélanger. C'est ce qu'on appelle miscible. Et lorsque votre delta G est proche du 0, bien, ça veut dire que votre mélange soluté-solvant va se faire, mais partiellement. Donc, ça ne sera pas complètement fait. Donc, si jamais vous voulez mélanger deux substances, bien, vous avez avantage à faire diminuer le delta G. Plus votre delta G est petit ou bas, plus qu'il est négatif, là, dans le fond, plus qu'il est du côté négatif, plus que votre mélange va bien se faire. Si jamais votre delta G augmente, il tombe du côté positif, à ce moment-là, le mélange ne se fera pas ou va être très difficile à faire. On se rappelle que le delta H, c'est l'enthalpie. Donc, les valeurs possibles d'enthalpie, c'est positif. Donc, si votre mise en solution est endothermique. Négatif, si votre mise en solution est exothermique. Et nul dans le cas d'une solution idéale. Okay, donc, on revient aux premières minutes de la capsule. L'entropie, donc le désordre, même chose, peut être positif si le désordre augmente, peut être négatif si le désordre diminue, et peut être nul si jamais il n'y a pas de changement dans le désordre. Et la température, comme étant Kelvin, ben, elle pourrait être 0 si jamais c'est 0 Kelvin. Autrement, elle va toujours être positive. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se demander qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le delta G. Donc on se rappelle que plus le delta G diminue, plus c'est soluble. Plus le delta G augmente, moins c'est soluble. Donc on va reprendre les trois cas qu'on a vus tantôt. Donc mélange de deux liquides. Donc si vous vous rappelez bien, ce qui se passe en termes d'entropie, donc de désordre, lorsqu'on mélange deux liquides, ben, le désordre augmente. Donc, ça veut dire que votre delta S qui est ici, il est positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mets ici delta S positif, plus grand que 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on augmente la température? Donc, comme vous avez un petit moins qui est ici, votre delta S est positif, vous augmentez la température. Donc, globalement, je demande de suivre, c'est peut-être pas facile à suivre. Là. Donc, globalement, ça ici va faire diminuer votre delta G. Donc, imaginez des chiffres, là. Vous montez de 10 Kelvin, quelque chose qui est déjà, exemple, à 10 kJ. Donc, comme votre delta S est positif, votre T est positif, vous avez un moins. Donc, ça fait que votre delta G va diminuer au fur et à mesure que vous allez monter votre température. Donc, plus ça monte, plus le delta G diminue à cause du signe négatif. De sorte que lorsqu'on mélange deux liquides, bien, plus vous chauffez, plus le delta G diminue. Et si le delta G diminue, mais ça veut dire que ça se mélange de mieux en mieux. Donc, je répète là parce que ça peut donner mal à la tête. Donc, comme votre delta S est positif, votre T est nécessairement positif. Vous augmentez la température,
Donc, ça veut dire que T delta S augmente, mais comme vous avez un moins devant T delta S, ça veut dire que votre delta G diminue quand T augmente, et quand delta G diminue, c'est de plus en plus soluble. Deuxième cas, donc mélange d'un gaz dans un liquide. Donc, on se rappelle que lorsqu'on met un gaz dans un liquide, l'entropie diminue, donc le désordre diminue. Donc, c'est quoi l'impact? Je le mets ici, diminution du désordre. Donc, comme le désordre diminue, votre delta S est négatif. Donc, imaginez, delta S ici est négatif. Vous avez un moins devant T delta S, mais comme votre delta S est négatif, moins fois moins, ça fait plus. De sorte que si vous augmentez la température, vous allez augmenter votre delta G. Et si vous augmentez votre delta G, c'est de moins en moins soluble. Donc, je répète, delta S négatif. Comme vous avez un moins en avant de T delta S, moins fois moins, ça fait quelque chose de positif. Si vous augmentez T, delta G augmente. Si delta G augmente, c'est de moins en moins soluble. Et vous avez juste à penser à ce que vous observez dans la nature, là. Si vous avez, exemple, une canette de liqueur que vous chauffez, le gaz va avoir tendance à s'échapper plus. Donc, il est moins miscible dans votre liquide. Il est moins mélangé. Donc, si vous voulez que ce soit plus mélangé, vous avez avantage à refroidir dans ce cas-ci plutôt que réchauffer. Donc, c'est ce que j'indique ici. Si T augmente, alors delta G augmente. Donc, c'est moins soluble. Et dernier cas, mélange d'un solide dans un liquide. Donc, on a dit tantôt que même si c'était souvent une augmentation du désordre, ce n'était pas toujours le cas. Donc, l'impact sur le désordre est variable, de sorte que dans ce cas-ci, on ne sait pas c'est quoi l'impact du delta S. Donc, on ne sait pas si la température va affecter positivement ou négativement le delta G. Donc, pour vous illustrer ça, je vais vous montrer deux graphiques, en fait, pour vous aider à comprendre. Donc, vous avez ici deux mises en solution. Donc, le KNO3 que vous mettez dans l'eau et le Na2SO4 que vous mettez dans l'eau. Et vous chauffez votre température afin d'observer, voir si la température favorise la dissolution ou défavorise la dissolution. Donc, si on commence par le KNO3, qu'est-ce qu'on observe? C'est que plus on chauffe, okay, les deux, c'est des solides, là. Je vous l'ai dit tantôt, là, c'est deux solides. Donc, dans le cas du KNO3, plus on chauffe, plus sa solubilité augmente. C'est ce qu'on observe graphiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus j'augmente le T, la température, plus le delta G diminue, parce que c'est de plus en plus soluble. Donc, comment j'explique ça? Donc, il faut que je me demande c'est quoi le signe du delta S. Donc, si j'augmente T et que le delta G diminue, mais il faut nécessairement que mon delta S soit positif pour pouvoir conserver le moins qui est ici. Donc, T augmente, delta G diminue. La seule façon que ce soit vrai, donc il faut que le delta S soit positif. Donc, c'est un cas où la mise en solution d'un solide dans un liquide augmente le désordre. Donc, c'est ce qu'on observe expérimentalement ici, parce que mon delta S est positif. Dans le cas du Na2SO4, c'est le contraire. Donc, plus j'augmente ma température, moins il est soluble. Donc, c'est ce que le graphique nous montre. Donc, plus j'augmente la température, plus le delta G augmente, parce que c'est moins soluble. Donc, comment j'explique ça en termes d'entropie? Donc, lorsque T augmente, delta G augmente. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois en mesure d'annuler la valeur négative qui est ici, le moins. Donc, comment je fais pour enlever le moins? Bien, il faut que mon delta S soit négatif, de sorte que moins fois moins va devenir positif. Et ça va expliquer pourquoi l'augmentation de température va augmenter le delta G. Donc, c'est un cas où la dissolution d'un solide dans un liquide va faire diminuer le désordre. Donc, c'est pour ça que mon delta S est négatif. Donc, ça termine la capsule concernant l'aspect énergétique, là. Ça se peut que vous ayez un petit peu mal à la tête après avoir écouté ça, là. Je comprends que c'est beaucoup de concepts, beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. Donc, prenez ça une étape à la fois, là. Comme j'ai dit, ce ne sera pas des grosses questions dans les examens. Ça va vraiment être des aspects plus vrais ou faux pour voir si vous comprenez.
Donc, je vais déposer sur Léa un exercice en lien avec ça. Si jamais il y a des énoncés qui ne sont pas clairs, ben, n'hésitez pas à poser les questions là, durant les rencontres qu'on va avoir durant la semaine. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.